viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Chercher la vérité, c'est se protéger, mais parfois la quête de la vérité peut nous faire perdre tout ce qu'on a déjà construit. Internautes déjà et télévision, bonjour à tous. Bon réveil matinal et bienvenue dans cette tranche matinale au sommaire de ce matin. Disparition de Kofi Alexis Adadi, alias Tonton J, hommage à l'icône du rire et de la scène béninoise Banikani 1, un quartier étouffé par l'insalubrité. Les riverains dénoncent un quotidien devenu invivable. En Centrafrique, ouverture en juin prochain du procès de l'ancien président François Bozizé. Dans le sport de ce matin, centre d'excellence de football féminin de l'Okosa, cap sur les travaux de finition CAN Accra 2026. Les ferristes béninois en mise au vert dans un hôte à 4 étoiles. Coupe de Turquie, Olaytan et Besiktas éliminent Alanya Sport de Steve Moulier et file en demi-finale. Après Boulot Info et le sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. 7 postures de yoga pour libérer le stress. Dans l'artiste du jour, Elvik Ngbetoro nous vient avec l'artiste Kodjo Senan Ngbeme, un stratège discret de l'industrie musicale afro-européenne. Et pour boucler avec l'émission matinale de ce matin, on parle du doute sur la paternité. De quoi s'agit-il? Je vous laisse découvrir dans la suite de Fona Souba de ce jour. Mais avant, Boulot Info et le sport, c'est après ceci. Boulou Info pour commencer, Fona Souba, c'est avec vous, héroïne Papanam. Bonjour. Oui, Dilawani, bonjour. Amis de nos télévision, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Une figure majeure de la culture béninoise s'est éteinte ce jeudi après près de 50 ans de carrière. Kofi Alexis Adadi, alias Tonton J, a marqué toute une génération par son humour et son jeu d'acteur avant de disparaître, laissant derrière lui un héritage. Retour sur son parcours dans ce commentaire signé Elvik Ngbetoro. Kofi Alexis Adadi, plus connu du grand public sous le nom de Tonton J, demeure l'une des figures les plus marquantes de la comédie béninoise. Né au Bénin, il a consacré près d'un demi-siècle de sa vie à l'art, à l'éducation et à la transmission des valeurs sociales à travers le monde. Dès les années 1970, à une époque où l'industrie artistique était encore embryonnaire, Tonton J s'impose progressivement comme une voix originale sur la scène culturelle. Son talent s'exprime pleinement au sein du mythique groupe Professeur Mombi, avec lequel il contribue à populariser un théâtre accessible, engagé et profondément enraciné dans les réalités africaines. Son style reconnaissable entre tous mêle satire sociale, pédagogie et humour populaire permettant au public de rire tout en réfléchissant. Au fil des décennies, il devient une référence incontournable, enchaînant les prestations sur scène et à l'écran. Ses œuvres, souvent inspirées du quotidien des Béninois, abordent avec finesse les enjeux sociaux, les relations humaines et les défis de la vie.
Grâce à cette approche, il parvient à toucher plusieurs générations, transformant les difficultés en moments de partage et de rire. Mais au-delà de l'artiste, Tonton J était également un homme de savoir. Instituteur puis conseiller pédagogique, il a consacré une grande partie de sa vie à l'éducation. En 2024, il célèbre ses 50 ans de carrière avec un spectacle d'adieu symbolique, marquant une ultime rencontre avec son public comme une révérence pleine de dignité après des décennies de dévouement à son art. Le décès de Tonton J laisse un vide immense dans le paysage culturel béninois. Toutefois, son héritage demeure vivant à travers ses œuvres, son engagement et les valeurs qu'il a incarnées. Plus qu'un comédien, il était une voix, une conscience et un repère. Son rire s'est éteint, mais son influence continuera à résonner dans la mémoire collective. Dans le quartier Banikane 1 à Parakou, la réalité à certains endroits frappe à l'œil. Les rues sont envahies par les déchets, les mauvaises odeurs et l'insécurité inquiète de plus en plus les habitants. Malgré tout, les populations ne baissent pas les bras. Elles essaient à leur niveau d'améliorer leur cadre de vie. Mais leurs efforts restent limités face à l'ampleur des problèmes. Suivons ce reportage avec le reporter. Il dit c'est chez moi là, c'est là que je dors. Donc eux peuvent verser partir, ce n'est pas mon problème. C'est par ces mots empreints de colère et d'impuissance que Madame Bedji, habitante de Banikani 1, dans le 2e arrondissement de Parakou, décrit son quotidien. Une situation devenue presque banale dans ce quartier, situé derrière l'agence de la Société béninoise d'énergie électrique SBEE de Parakou. Dans cette zone, le constat est saisissant. Tas d'ordures, sachets plastiques et divers déchets s'accumulent, parfois jusque devant les habitations. Une situation qui rend le quotidien particulièrement difficile pour les riverains. Notre quartier là, on ne comprend pas, parce qu'on n'a pas la force. On ne peut pas aller parler à quelque part, parce que nous, on a faible ici. Quelqu'un n'écoute pas nous. Ce quartier là, vraiment, nous sommes chez nous, hein. Sinon on allait fuir laisser. Vous voyez, d'ici jusqu'à l'autre vent là-bas, là, ils trimballent pour amener ça ici. Moto, ils vont amener des ordures de moto. C'est ça. Si vous voyez des sacs attachés, ils viennent, ils jettent. Au-delà de l'insalubrité, la circulation est également fortement impactée. Certaines voies sont en partie jonchées de déchets, réduisant considérablement l'espace de passage. La voie que nous utilisons, la voie qui est à côté là, que nous empruntons pour aller, c'est une voie principale, une ancienne voie. Elle est créée depuis longtemps. Mais quand les autorités arrivent, on demande à ce qu'ils nous reprennent la voie. Les gens n'aiment pas nous écouter. La voie comme vous allez voir là. Il y a la voie dans les Bibles, il faut aller. Quelle voie? Les premières voies, c'est la voie là. Depuis ils ont fait le pavé partout. À côté de ces problèmes visibles, le quartier est également confronté à d'autres difficultés qui ne se remarquent pas immédiatement. La maison qui sont à côté, la chambre est vide. On ne trouve pas le locataire. Ça sent. Il n'y a pas d'électricité, ce n'est pas éclairé. Tout à l'heure, même on vient de surprendre deux jeunes filles qui sont venues voler nos cannes à sucre. Les petits bandits là, nous gênent dans le quartier. Même si les élèves ils ont quitté l'école, des laves qui trouvent pour braquer, pour arracher les portables. Tu oublies ta porte. Même, la fois passée, un jeune a trimballé tonneau. De quelque part venu monter sur la fenêtre, rentre, ramasser les portables jusqu'au ordinateur des étudiants. Donc nous-mêmes, on est inquiets. On est inquiets. Nous ne sommes pas à l'aise. Face à cette situation, la population de Banikani 1 lance un appel aux autorités locales. Elle dénonce une dégradation continue de leur cadre de vie et réclame des actions urgentes. Nous demandons d'audience aux autorités pour qu'ils essaient de nous venir en aide. De patienter, de ne pas nous oublier à cause de Dieu, à cause de nos enfants. De ne pas nous oublier, de rappeler pour nous, même si ne veut pas tracer la voie, là, de venir ramasser l'ordi là pour nous, pour que le quartier va prendre un peu de l'air. Assainissement des rues, dégagement des voies et installation de lampadaires figurent parmi les principales attentes exprimées.
Dans l'espoir d'une amélioration de leur quotidien, les habitants continuent de vivre avec ces défis au jour le jour. La police républicaine a annoncé ce mercredi 23 avril 2026 l'ouverture d'une enquête après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant une jeune fille soumise à des actes de torture par le feu. L'institution dénonce des faits obscènes, cruels et attentatoires à la dignité humaine. Pour la police, ces ajustements, autant pour moi, constituent une atteinte grave aux droits fondamentaux de la personne humaine. Ces actes violent les dispositions de la Constitution qui interdisent formellement la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants. Dans le même communiqué, la police républicaine lance un appel à témoins. Toute personne détenant des informations susceptibles de contribuer à l'identification des auteurs est priée de contacter l'Office central de protection des mineurs et de la famille. Hors de nos frontières en Centrafrique, la Cour pénale spéciale a annoncé ce mardi 21 avril 2026 l'ouverture le 16 juin prochain de son 6e procès. Celui-ci concerne l'ancien président François Bozizé et 3 de ses anciens hauts responsables militaires. Ils sont poursuivis pour crimes contre l'humanité pour des faits commis entre 2009 et 2013 dans la ville de Bozambélé au nord du pays par la garde présidentielle. La Cour pénale spéciale a officiellement lancé ses activités en 2018. Elle a pour mandat de juger les crimes de droit international commis dans le pays depuis 2003. Enfin, en Mauritanie, 2 députés de l'opposition militante anti-esclavagiste ont été placés sous mandat de dépôt et envoyés en prison mardi dernier. Mariem Cheikh et Gamou Achou, membres de l'initiative pour la résilience, autant pour moi, du mouvement abolitionniste, sont poursuivis pour avoir critiqué le président et le gouvernement mauritanien lors de la diffusion en direct sur les réseaux sociaux. Selon l'opposant Biram Da Abed, Mariem Cheikh a été détenue dans un lieu secret pendant plusieurs jours avec un nourrisson de moins de 3 mois. Selon lui, c'est une méthode qui se généralise dans le but de pousser les personnes appréhendées à présenter leurs excuses. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous, Héroïne Papanam, pour Boulot Info de ce matin. Internaute Déjà Télévision, l'actualité sportive, c'est avec Jean Aclé. Cap sur les travaux de finition au centre d'excellence de l'Okosa. L'actualité sportive, c'est avec vous, Jean Aclé. Bonjour. Bonjour, Mehdi Lavani. Internaute de Télévision. Bonjour. Le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, et ses membres du comité exécutif ont effectué une visite sur le chantier du centre d'excellence de football féminin de l'Okosa. Les œuvres importantes sont désormais achevées. Le chantier est entré dans sa phase de finition. Le président de la fédération a rappelé le caractère stratégique de ce centre pour la formation des futurs Amazones. Ce projet majeur pour le développement du football féminin est financé conjointement par l'État béninois et la FIFA. À quelques jours de la 15e édition du championnat d'Afrique des Nations CAN des bras de fer sportifs, le Bénin entre dans la dernière ligne droite de sa préparation avec détermination et ambition. Les athlètes sélectionnés venus des 4 coins du pays sont regroupés dans un hôtel à Aboumey-Calavier. Un cadre idéal qui leur permet de peaufiner les préparations physiques et mentales avant cette grande échéance continentale. Prévue du 29 avril au 3 mai 2026 à Accra, cette compétition s'annonce décisive pour les ferristes béninoises. L'objectif est de conserver leur statut de champion d'Afrique et confirmer leur domination en vue du prochain championnat prévu en Égypte 2027. Le RC Lens féminin de l'Amazone Aude Bedissi a signé une précieuse victoire ce mercredi 22 avril 2026 lors de la 20e journée de la Première Ligue. Face au Havre FC, les 100 et or se sont imposés sur la plus petite des marges, 1-0 grâce à une réalisation de l'internationale béninoise. Titulaire au coup d'envoi, l'attaquante a trouvé le chemin des filets à la 81e minute, faisant basculer le match. Avec cette nouvelle performance,
Aude Bedissi porte son total à 11 buts en 14 apparitions, actuellement deuxième meilleure buteuse du championnat. Enfin, dans un duel 100% béninois, le milieu offensif Junior Olaitan a participé à la qualification des Besiktas, vainqueur autoritaire d'Alanya Sport de Steve Mounier 3-0. Aligné dès le coup d'envoi, Olaitan a livré une prestation solide, ponctuée par une passe décisive sur le deuxième but de son équipe. Besiktas poursuit sa route et affrontera Konya Sport en demi-finale le 6 mai prochain. Et voilà, Moudine Lavani, c'est tout pour le soir de ce matin. Merci à vous, Jean Aclé, pour l'actualité sportive de ce jour. De l'autre côté de Besiktas, Junior Olaitan a beaucoup plus de liberté. Il arrive à déployer son talent. Quel est votre commentaire? Selon moi, je pense que depuis l'arrivée de Olaitan à Besiktas, il montre vraiment une performance exceptionnelle. C'est incroyable de voir Olaitan évoluer à chaque match. Il cherche toujours à s'imposer, à prouver son jeu personnel. Et même contre Steve Mounier aussi, il est entré, mais il n'a pas pu renverser la tendance pour son équipe. Et là, à la fin du match, on a vu, il a salué Olaitan pour le féliciter pour la suite des championnats. Son coéquipier Olaitan, désormais, il est beaucoup plus à l'aise à Besiktas. Quels sont les facteurs, selon vous, qui sont à la base de ces performances-là? Selon moi, je pense qu'il y a vraiment d'abord fair play. Après fair play, il y a son jeu de dribble et sa vision du jeu. Et son positionnement sur le terrain. Son positionnement sur le terrain, ça prouve vraiment, même devant, sur le plan offensif, il est vraiment dangereux quand il le laisse déjà à un pas. Il cherche toujours à donner une passe décisive qui serait dangereux pour le gardien ou bien l'équipe adverse. C'est un joueur qui percute beaucoup. On espère que Gernot Rohr va pouvoir l'utiliser prochainement et on verra la suite. Merci à vous, Jean Aclé, pour l'actualité sportive de ce jour. Internaute 2 heures de télévision, l'astuce santé. C'est avec Sylvie Dédéo. Cette posture de yoga pour libérer le stress, c'est avec vous. Sylvie Dédéo, bonjour. Moudine Lavani, bonjour. Internaute de Eusare Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuces Santé. Face au stress du quotidien, notamment en début de semaine, le yoga apparaît comme une solution naturelle et efficace pour apaiser à la fois le corps et l'esprit. Je vous propose une routine simple de cette posture accessible, même aux débutants, à pratiquer idéalement le soir pour relâcher les tensions accumulées. D'abord, la posture de l'enfant, appelée Balasana, agit comme un moment de pause profonde. Elle calme le système nerveux, détend le bas du dos et favorise un sentiment de sécurité et de relâchement. Ensuite, la pince debout, appelée Uttanasana, permet de libérer les tensions dans la nuque et les épaules. En se penchant vers l'avant, on améliore aussi la circulation sanguine vers le cerveau, ce qui apporte une sensation d'apaisement mental. La posture chat-vache, en alternant des dos ronds autant pour moi et dos creux, mobilise la colonne vertébrale et synchronise respiration et mouvement. Elle aide à relâcher les raideurs liées à une position assise prolongée. Puis, le chien tête en bas combine étirement et renforcement. Cette posture dynamise le corps, réduit la fatigue et redonne de l'énergie. La pince large agit davantage en profondeur sur les hanches et le dos. Elle aide aussi à libérer certaines tensions émotionnelles et favorise la concentration. Ensuite, les jambes au mur offrent une relaxation intense. Cette posture améliore la circulation sanguine, soulage les jambes lourdes et apaise fortement le système nerveux. Enfin, la posture du cadavre clôt la séance. Allongé et immobile, le corps assimile tous les bienfaits des exercices précédents, permettant un lâcher-prise total. À retenir, enchaîner cette posture permet de réduire le stress et l'anxiété, détendre les muscles et le dos, améliorer la circulation sanguine, favoriser un meilleur sommeil, retrouver calme et équilibre mental. Pratiquer régulièrement, cette routine transforme un moment de tension en véritable rituel de bien-être.
C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt. Dernièrement, les astuces que vous nous présentez ici, Sylvie Dedeo, tournent autour du yoga, des exercices à faire pour corriger un problème corporel. Pourquoi? Bon, déjà, je crois que chez nous en Afrique, bon, je vais prendre principalement les femmes. La majorité des travaux domestiques et autres que les femmes font créent des problèmes dans le dos, au niveau de la hanche. Genre un peu de ces problèmes-là, en fait, et on voit les personnes âgées ou bien même les jeunes souffrant de mal de dos qui crient tout le temps, bon, j'ai mal et autres. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit, mais pourquoi ne pas préparer des astuces qui ont rapport avec ce que nous vivons au quotidien. Mais l'astuce santé de ce matin, c'est spécifiquement pour le stress. Aujourd'hui, notre génération, on est trop acculé. On veut réussir, on voit nos semblables réussir alors qu'on est en arrière et tout ça, ça crée du stress en nous qui peut créer des maladies. Et qui va jusqu'à la dépression. Voilà, la dépression. Donc c'est la raison pour laquelle ce matin, j'ai préféré faire une astuce santé sur le stress. Alors quels sont vos conseils à l'endroit des jeunes, comme vous l'avez dit, ils subissent beaucoup de pression. Alors quels sont vos conseils à leur endroit pour désormais canaliser l'énergie là? Bon, moi, ce que je dirais aux jeunes, en tout cas, moi, je suis également jeune, je dirais que, bon, ce n'est pas parce que l'autre réussit que, bon, en même temps, toi-même, tu dois réussir parce que l'autre peut bien réussir aujourd'hui, mais rien ne prouve que demain, par exemple, tu ne réussiras pas et un bien plus que cet autre être humain-là en question. Donc, je crois qu'il faut juste être patient. Il ne faut pas se mettre trop de pression, ne pas se précipiter, aller pas à pas, en fait. Chacun a son temps de gloire. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'astuce santé internaute de Zaï Télévision. Dernière rubrique pour boucler avec la partie information ce matin. L'artiste du jour, c'est avec Elvic Umbeto. Kodjo Sena Ngueme, l'artiste du jour, c'est avec vous, Elvic Umbeto. Bonjour. Bonjour, Moïdine Lamani. Internaute de Zaï Télévision, bonjour. Né le 18 décembre 1972 à Lomé, Kodjo Sena Ngueme est une figure influente mais peu médiatisée du showbiz. D'origine béninoise et de nationalité française, il suit d'abord un parcours académique classique à l'université d'Evry où il étudie l'économie et la gestion avant d'obtenir une maîtrise en sciences de gestion, option finance. Pourtant, il choisit rapidement une autre voie, celle de la musique. En 1997, il fonde le label Nouvelle Donne Musique, spécialisé dans le rap et les musiques afro-antillaises. Financé au départ au fonds propre, le projet prend de l'ampleur grâce à des partenariats avec des majors comme Universal Music, Sony Music, Warner Music Group et Def Jam Recording. Il contribue à révéler ou accompagner plusieurs artistes tels que Dibi Dobo, DJ Arafat, Espoir 2000, Factor Is ou encore Petit Miguelito. En parallèle, il organise plus de 300 spectacles à travers le monde et développe le concept WUMB, dédié à la promotion de la culture afro-urbaine. Sa carrière prend une envergure internationale lorsqu'il dirige le label Classic Up à Paris, où il collabore avec de grandes maisons de disques et se lance dans la production audiovisuelle. En 2010, il rejoint ND Invent Africa, où il organise de grands événements avant de devenir le directeur de développement de Trace TV. À travers son parcours, il s'impose comme un acteur clé du développement d'une industrie musicale africaine reliant le continent à l'Europe et défendant la culture comme levier économique. C'est tout pour la discussion. Merci à vous, Elvic Umbeto, pour l'artiste du jour. Un artiste, vous l'avez bien dit, qui n'est pas beaucoup médiatisé. Alors, c'est pour la première fois, je dirais, que j'entends parler de cet artiste-là. Quels sont vos mots à son endroit? D'abord, je vais dire que tous les artistes, un artiste autant pour moi, c'est pas forcément celui qui chante. Et dans ma biographie, j'ai présenté quelqu'un qui a plus mis en avant d'autres artistes, comme je l'ai dit, Petit Miguelito, Espoir 2000, Dibi Dobo, DJ Arafat, Factor Is. C'est quelqu'un qui a une maison de production et qui met en avant les autres
qui met en avant la culture, qui veut faire évoluer les choses. Et souvent, nous oublions ces producteurs, ces personnes derrière les artistes, ces personnes qui font que nous écoutons de la bonne musique, nous écoutons de belles voix. On les relègue souvent au deuxième ou troisième rang. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette personne aujourd'hui. Merci à vous, Elvic Umbetoro, pour cet artiste-là, togolais, d'origine béninoise et avec une nationalité française. Ah, c'est beaucoup. Internautes de Zaï Télévision, on va boucler avec Parlons-en, suivons-le avec Elvic Umbetoro et Sylvie Dedeo. Douter de la paternité de son enfant, est-ce une protection personnelle ou une manière de briser son couple? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin et le débat est avec vous. Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moudi. Et Elvic Umbetoro, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moudi. Alors, Elvic Umbetoro, le sujet ainsi libellé, qu'est-ce que... quelle est votre compréhension du sujet? Le sujet demande si, après que tu as un enfant avec une femme, tu ne commences pas à douter de la paternité de l'enfant, tu ne commences pas à te dire, est-ce que cet enfant, c'est réellement mon enfant? Si tu ne commences pas à avoir des doutes, est-ce que c'est pour te protéger toi-même ou une manière de briser, excusez-moi, une manière de briser ton foyer? Une manière de briser ton foyer. Quelle est votre position, Sylvie Dedeo? Bon, je ne sais pas trop. Bon, je crois que c'est une manière de briser le foyer. Vous pensez que c'est une manière de briser le foyer quand on commence à demander la paternité, à se poser des questions sur la paternité de son enfant? Et vous, Elvic? Moi, je pense que c'est une manière de se protéger. Une manière de se protéger. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, excusez-moi, nous connaissons les femmes. Nous savons qu'elles ont un don pour cacher les choses. Elles ont un don pour faire du mal. Donc, nous avançons dans un monde aujourd'hui où tout n'est pas rose. Tout n'est plus comme avant, où les parents se fiaient et les parents se fiaient les uns aux autres. Papa avait confiance en maman. Papa se disait que maman ne peut pas me tromper. Donc, papa avait une confiance assez, comment dire, une confiance aveugle. Une confiance aveugle en maman. Aujourd'hui, maintenant, ce n'est pas le cas. La fille d'aujourd'hui, la jeune fille d'aujourd'hui, elle est partout. Elle est avec toi dans le même temps, elle est avec un autre. Elle est avec 3 à 4 gars en même temps. Et en fin de compte, elle vient te ramener une grossesse. Toi-même, tu te dis, oui, j'ai couché avec elle, je prends sur moi. À un moment donné, ses comportements, sa manière d'agir, t'amène à réfléchir, t'amène à te poser des questions. Mais est-ce que c'est vraiment mon enfant? Est-ce que cette fille, elle porte vraiment ma grossesse? Donc, toutes ces questions, la génération d'aujourd'hui nous amène à nous poser beaucoup de questions, à douter de la paternité. À douter de la paternité. Ça, c'est votre position et c'est votre avis. Sylvie, elle pense le contraire. Sylvie, plus d'explications. Bon, déjà, Elvic a soulevé un point tout à l'heure, le fait qu'en temps, nos mères ou bien nos grands-parents se confiaient l'un à l'autre, ils se disaient presque tout. Mais au fait, ce que je vais soulever, c'est que aujourd'hui, par exemple, il y a le téléphone portable. Donc, même s'il y a une femme ou bien un homme qui est infidèle, ça laisse de traces. Mais en temps, est-ce qu'il y a même un téléphone en temps? Donc, les grands-mères pouvaient tromper même les grands-frères, ni venus connus au fait. Genre, on se donnait juste rendez-vous. Peut-être que... Même les rendez-vous vous sous-entendez que peut-être que nos grands-parents se trompaient. Jusqu'à preuve de contraire, on ne sait pas comment ça se passait en temps. On savait que même entre jeunes couples, quand on veut se rencontrer, on se donne rendez-vous, on se dit, bien aujourd'hui on se voit à tel endroit, parce qu'il n'y avait pas de téléphone. On s'envoyait que des lettres et tout. Un peu de respect pour les grands-parents. Mais c'est même pour ceux qui ont été à l'école. Je ne dis pas ça genre pour accuser une génération et autres, mais au fait, on ne peut pas affirmer directement sans pour autant vivre réellement dans la génération en question. Donc, je crois qu'on ne peut pas dire qu'en temps, les gens étaient infidèles. Qu'est-ce qu'il faut vraiment qu'on est même, genre le petit-fils de nos grands-pères ou bien, je ne sais pas trop. Mais au fait, rien ne prouve que la génération d'antan est mieux que notre génération. Peut-être même que c'est parce qu'il y a l'avènement de la technologie et tout que pour nous même ça. Sinon, si on était en temps, personne ne serait au courant. Je ne sais pas, même dans les films, on voit parfois que le mari en question, il est bien au courant, mais il essaie de protéger sa femme. L'amour peut nous faire des choses. Mais Sylvie, vous, votre position ce matin, c'est que le fait de demander, de commencer à douter de la paternité de son enfant, c'est déjà commencer à briser son couple. Alors, plus d'explications. Bon, déjà, quand tu commences pas à douter déjà de la paternité, c'est qu'il y a un problème.
Et bon, le problème c'est que peut-être tu as vu un geste déplacé chez la femme ou bien elle a posé des actes qui te prouvent qu'elle n'est pas réellement fidèle. Mais moi je crois que le fait de le sortir de ta bouche et de dire à la femme, bon, je pense que l'enfant là n'est pas de moi, c'est par là que le problème commence. J'aurais voulu que si un homme doute de la paternité de son enfant, d'aller faire le test d'ADN en cachette. Lui-même? Oui. Si c'est vrai, il prend juste son enfant ou bien, je crois, des échantillons de l'enfant, peut-être des cheveux ou autres, pour aller faire le test d'ADN et être sûr d'abord, avant de faire sortir ces propos-là. Mais rester juste là à douter. Et il y a même des hommes qui le disent, mais ils n'ont pas réellement les moyens pour faire le test d'ADN. Mais ils affirment seulement les... Désolée, vous avez beaucoup m'excuser, je ne suis pas là pour insulter quelqu'un, mais vous affirmez juste, sans pour autant même avoir les moyens d'aller faire recours au test d'ADN. Et il y en a même, après le test d'ADN, ils se rendent compte que ce sont eux qui sont en erreur. On parle de la cause et l'effet. Peut-être que quand il va commencer à le dire, les vérités vont sortir. Mais ça ne prouve rien carrément. Je crois que quel que soit ce qu'on doit faire sortir, il faut avoir forcément les preuves de ce qu'on avance d'abord. Parce que si on t'attrape maintenant, imagine tu dis que quelqu'un a volé, on t'attrape, mais tu l'as vu où? Quand? Il faudrait que tu sois en mesure, bien, sois capable de faire montrer les preuves qui pour que cette personne a volé. Elvik Umbetowo, vous êtes d'accord du fait qu'il faut demander un test de paternité, mais est-ce que ça ne tire pas directement sur la confiance dans le couple? Ça ne tire pas sur la confiance du couple, dans la mesure où la confiance a déjà pris un coup. Et je l'ai dit, lorsque votre femme commence par agir bizarrement, vous n'avez jamais douté de la paternité de vos enfants. Vous n'avez jamais douté de votre femme. Mais à un moment donné, pour rien du tout, lorsqu'elle commence par mal agir, pour rien du tout, lorsqu'elle commence par créer des histoires qui ne vaut même pas la peine, je pense que là, vous-même, vous dites que la confiance, est-ce qu'il y a vraiment la confiance? Est-ce que lorsqu'elle sort des propos et vous-même voyez que ces propos sont déplacés, ces propos vont au-delà de ce que vous imaginez d'elle, là, je pense qu'il faut douter. Et que même si la confiance prend un coup, il faut savoir que c'est à cause d'elle-même. Vous n'avez rien fait, vous êtes là toujours, a été, et la personne qui était là, la bonne personne, a fait toujours du bien. Mais elle veut montrer le contraire. Sylvie a dit quelque chose. Non, on va pas répondre à Sylvie. Je vais pas répondre à Sylvie. Elvik Umbetowo, je veux rester dans le temps. Elvik, dites-moi, à quel moment on doit demander un test de paternité? Waouh, à quel moment il faut demander un test de paternité? Je pense que je vais aller rapidement sur ce que Sylvie a dit. Elvik, pourquoi je ne vais pas répondre à Sylvie. Non, je ne vais pas répondre à Sylvie. Elle dit que je passe sur ce que Sylvie a dit. Il n'y a pas de moment précis pour demander un test de paternité. Vous pouvez le faire en cachette, sans rien dire à votre femme. Parce que vous pouvez le faire, ça va être, et ça va toujours être, ça va être vos enfants. Là, si vous dites directement à la femme, maintenant, je doute de toi, ça va jouer sur toute la relation jusqu'à la fin. Donc, vous pouvez le faire en cachette. Mais je l'ai dit, lorsque vous voyez que ça ne va plus dans le couple et la femme agit vraiment d'une manière que vous ne comprenez plus, elle sort des propos déplacés. Là, vous pouvez directement lui dire que vous voulez faire un test d'ADN lorsque vous savez que rien ne tient. Sylvie, et vous, à quel moment, parce que vous ne rejetez pas complètement les tests d'ADN, la paternité, vous gardez quand même un bénéfice de doute. À quel moment? À quel moment? Je crois qu'il n'y a pas de moment fixe, même si vous vivez même le parfait amour. Mais déjà, il faut faire un test d'ADN. Le bébé vient de naître et déjà vous, dans votre tête, c'est comment tout faire pour savoir si c'est le vôtre ou pas. Au fait, je crois que même ce qui se passe dans la génération actuelle fera que, et même s'il y a un couple qui vit le parfait amour à l'avenir, genre le test d'ADN serait quelque chose à la base où on doit le faire à l'hôpital avant même que les bébés ne sortent de l'hôpital, au fait. Donc je crois que ce truc-là finira par venir avec le temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore ça. Quand le bébé est là, on est tellement heureux d'avoir un enfant, un nouveau membre de la famille. Et on oublie ce côté-là. Mais vous mettez au monde et déjà l'homme en question, il commence à demander des tests d'ADN. Est-ce que ça ne fait pas de lui un irresponsable? Bon, je crois que dans ce cas, c'est mieux que déjà quand la femme était enceinte et que vous allez à l'hôpital pour les consultations, vous négociez déjà avec le médecin, vous lui dites à l'accouchement de l'enfant, faites un test. Mais ça ne vous empêche pas d'exprimer votre choix le jour de l'accouchement de la femme. Est-ce que ce geste simple, que banal que vous soulevez, est-ce que ce n'est pas être irresponsable? Parce que l'enfant n'est même pas encore venu au monde. Et tu commences déjà à te poser des questions. Je crois que dans la génération où nous sommes actuellement, et vu ce qui se passe et tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup mieux. Parce que vous pouvez être dans un couple et vous pensez que tout est parfait, que votre femme vous aime à la folie. Mais au fait, elle vous trompe, en tout cas dans votre dos, et vous ramène même des enfants d'autres. Il y a des familles où les enfants ont déjà plus de 20 ans qui sont déjà mariés. Mais on se rend compte que les enfants en question ne sont même pas du père, que le père est même stérile.
Mais imaginez tout ça, le choc au fait. Genre, je crois que c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Au fait, il faut se mettre à la place de l'homme en ce moment-là pour comprendre au fait ce qu'il vit. Pour comprendre, on dit souvent chez nous, seule la femme connaît celui-là qui l'a enceinté. Parfois même la femme ne sait pas qu'il est enceinté, disons la vérité. Je pense que c'est rare. C'est rare. La femme connaît toujours. J'ai dit parfois, à la qui femme appartient ne sait pas. Une femme qui couche partout avec tout le monde ne peut pas savoir qu'il est enceinté. Bon, Imaginez une femme qui couche avec 3 à 4 personnes dans une journée et elle répète ça tout au long de la semaine. Et après, elle crie qu'elle est enceinte. Mais qui l'a enceintée, elle ne sait pas. Elle couche avec 3 à 4 hommes, différents hommes. Et après, elle va dire elle est enceinte. Elle imagine, elle dit que c'est avec elle que j'ai couché premièrement, donc sûrement c'est pour lui. Alors c'est peut-être le dernier. Elvic, si vous étiez le concerné, si vous étiez dans ce cas-là, est-ce que vous allez demander un test de paternité pour votre enfant? Je vais demander un test de paternité pour mon enfant. Quand même on a fait un mariage, ma femme et moi, quand même j'ai confiance en elle, quand bien même pardon, je ne peux pas douter d'elle, Sylvie l'a dit. Notre génération actuelle, jeunes que nous sommes, nous savons tout ce que nous faisons. Hommes comme femmes, nous savons ce que nous faisons. Nous savons ce que nous créons comme des hommes dans le monde. Vous savez ce que vous créez? Oui, on sait ce qu'on crée entre nous. Donc, je ne peux pas dire que je vais épargner l'idée de faire un test d'ADN sur un enfant qui vient de naître. S'il naît, je vais dire avec le docteur, je fais un test d'ADN, on le fait. Et si c'est mon enfant, ça passe. Si ce n'est pas mon enfant, je laisse. Je ne peux pas crier sur une dame, mais je ne peux pas commencer par faire du mal à une dame qui vient d'accoucher. Je lui laisse le temps de récupérer et je dis, ah, dame, je sais que l'enfant là, ce n'est pas mon enfant. On fait tant, et on passe à autre chose. J'ai des doutes sur le petit. Il n'a pas ma tête. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des membres de la famille, et les mamans, les tantes, les cousines, elles ont un don. Ces personnes ont un don pour savoir que tel enfant, c'est notre enfant. Quand même il n'y a pas le test d'ADN, ils se disent, tel c'est l'enfant de la famille, tel n'est pas l'enfant de la famille. Donc, tu soumets l'enfant à un membre de la famille qui dit, oui, mon fils, c'est ton enfant. Non, c'est pas ton enfant. On peut se tromper, on peut se tromper. Oui, oui, ça Sylvie, vous également, si vous étiez dans le cas, et l'homme en question, il demande un test de paternité, et vous êtes la femme, comment allez-vous sentir? Bon, déjà, je me sens humiliée naturellement. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'est mieux de le faire en cachette derrière la femme. Parce que le jour où vous prononcez la part, vous dites, bon, je doute de la paternité de l'enfant, c'est que vous avez brisé le couple. Même si on faisait un test après que ces trucs-là, ça prouve que l'enfant est votre enfant, c'est que vous avez tout brisé au fait. Même la femme en question ne va plus se sentir genre, en sécurité ou bien, disons, elle ne va plus se sentir à l'aise dans la relation en quelque sorte. Donc c'est mieux de le faire en cachette. Et maintenant, je me demande ici au Bénin, là, combien d'hommes ont vraiment les moyens de faire un test d'ADN? Imaginez, vous avez plusieurs enfants, par exemple. Ce n'est pas cher. Vous mettez enceinte, il faut déjà commencer à cotiser. Cotiser alors qu'il y a des projets en cours. Vous avez peut-être une parcelle. Puisque quand vous acceptez un enfant qui n'est pas le vôtre sous votre toit, vous êtes condamné à jamais. Bon, ça vous suit. La majorité des cas même qu'il y a eu, c'est que c'est même dans la famille, c'est dans le couple et vous êtes déjà marié. Peut-être vous avez déjà fait 3 à 4 enfants qui sont vos enfants et que c'est le dernier enfant ou bien l'enfant du milieu qui n'est pas votre enfant par exemple. Donc, au fait, imaginez vous avez fait pour les 2 premiers enfants, vous vous dites, bon, ça veut dire que votre femme est fidèle, vous oubliez alors que l'enfant du milieu n'est pas votre enfant. Donc, vous allez faire ça pour chaque enfant. Voilà. D'accord, merci à vous Sylvie Dedeo, merci à vous également Elvic Ngweto pour ce débat intéressant, internaute de Zaï Télévision, doute sur les tests de paternité. Quel est votre avis? Donnez vos avis dans les commentaires. Nous sommes à la fin de l'émission matinale de ce matin, de ce jour. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est vendredi et bon week-end, bon début de week-end à tous.